Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir. C'est l'heure de votre émission L'Actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Deux grands thèmes à notre débat du jour. Nous allons parler du Sénégal, les enjeux des législatives de novembre prochain. Nous allons bien sûr parler du Mali avec la visite de Moussa Mara en France qui fait toller sur les toiles. Pour en parler, nous allons avec nous, nos confrères, Alexis Kalamiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bruno Dito Sebedi, également journaliste et directeur de publication du journal Mali Horizon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du thème 1. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que cela n'a certainement pas flatté son ego. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, a vécu un week-end cauchemardesque en France. En effet, il a été exfiltré par la police alors qu'il tenait d'organiser un meeting au foyer des travailleurs de Manachouin à Vitry-sur-Seine. C'était le dimanche 27 octobre dernier. Alexis Kalambiri, alors comment expliquez-vous qu'on puisse s'en prendre à un Premier ministre qui juste veut rencontrer ses compatriotes pour échanger? Oui, en fait, il y a deux choses. Si vous suivez ce qui se passe au Mali, pour beaucoup de personnes jusqu'à présent, avoir une voix discordante, c'est-à-dire être critique, appeler à la raison, appeler à mieux analyser et ne pas juste applaudir, c'est être apatride. C'est aujourd'hui pour beaucoup de gens, dès lors que vous dites ce qui se fait n'est pas bien, vous n'êtes pas un bon Malien, vous n'êtes pas un bon citoyen et vous gâtez le nord du Mali. Donc il y a un nouvel état d'esprit qui est installé, qui est véhiculé et qui est défendu par beaucoup de personnes, de sorte que Mara, dans ses sorties, tente toujours de nuancer les positions. Quand il y a une décision, Mara dit analyser l'autre facette. Quand il y a une prise de position, Mara dit voyez de l'autre côté, est-ce qu'on ne pouvait pas? Donc pour certains, voyez ses sorties, même quand Mara simplement dit, vu l'état de la situation et de l'économie nationale, je renonce à mes indemnités. Vous avez vu comment on s'en est pris à lui. Donc oui, il y a un état d'esprit qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens pensent qu'on est mal pensant dès lors qu'on n'en bouge pas dans la même direction que la majorité. La démocratie, la liberté de parole est-elle en danger, Bruno? D'abord, j'aimerais relever le fait que depuis un certain nombre d'années, la classe politique en général, au sein de l'opinion, la classe politique n'a pas bonne presse. Hélas, enfin, c'est peut-être l'amalgame dont parlait quelqu'un. Toute la classe politique est considérée comme étant responsable des crises multidimensionnelles que le pays. Donc, toutes les voix politiques ne sont pas forcément applaudies. Au contraire, il y a tendance à les vilipender. Il y a premier aspect. Deuxième aspect, c'est en France. En France, la France aussi n'a pas bonne presse aujourd'hui dans la sous-région, sur le continent. Donc quand l'idée politique vient en France, quand on parle, on ne commence pas à murmurer des élections, on se dit, le voilà, le vendu à la France qui est venu vers nous pour nous déranger. Donc il y a ces éléments-là ajoutés à ce que le grand frère a dit, qui ont un peu pollué l'atmosphère. Alors que Moussa Mara en lui-même, en ses prises de position, cela vaut la peine de les analyser, de les écouter, au lieu de tout de suite cracher sur lui ou bien l'humilier, je crois. Au-delà de Moussa Mara, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, parler pour les voix discordantes sont considérées comme des apatrides. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les gens puissent comprendre que le fait d'avoir les voix discordantes n'est pas forcément dit qu'on sommes ennemis du Mali? C'est là où la classe politique a péché. Je pense que pendant un bon moment, il n'y a pas eu cette éducation civique qui a été faite politique par les partis politiques qui étaient pourtant payés pour le faire. Deuxièmement, Bruno le disait tout de suite, c'est vraiment un peu lié à tout notre passé, à tout notre parcours récent, qui font que, effectivement, pour beaucoup de personnes, il y a des choses qui se sont passées parce que. Et
pour eux aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont prêts et qui veulent que tout le monde renonce à notre liberté si c'est le prix à payer pour. Et pour eux, il faut une pensée unique. Donc oui, on est dans une situation aujourd'hui où c'est difficile de faire une lecture sereine de la situation parce que même quand il y a une attaque, si vous le dites, vous êtes, disons, catalogué comme apatride. On veut juste présenter souvent une bonne situation, quitte à s'arranger avec la réalité et les... Donc, il y a une montée, sans compter les réseaux sociaux, sur lesquels, derrière lesquels beaucoup de gens se cachent. Donc, oui, il y a des messages, des images et des positions qui deviennent virales sur les réseaux sans qu'on puisse mettre un nom ou un visage derrière les faits. Donc, entre la manipulation, les convictions et les réalités, c'est très difficile de démêler aujourd'hui. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas en train de menacer notre société? Les réseaux sociaux, a priori, il y a plus du bon dedans. C'est peut-être l'utilisation. Mais avant d'approfondir là-bas, il faut qu'il y ait une forme de civisme pour que toutes les populations comprennent que pour le moment, au plan quasiment universel, c'est la démocratie qui est le système de gouvernance le plus porteur. Il ne faut pas qu'on ait peur. Et dans la démocratie, il faut qu'il y ait des différences de point de vue. Je crois que c'est fondamental, la sensibilisation, même au niveau de nos médias. Il faut qu'on accepte ce principe de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'au bout pour que tu puisses le dire. Donc, si ce principe-là s'ancre ou bien s'enracine dans nos mœurs, ça va un peu diminuer cette hostilité qui se cache sur les réseaux sociaux. La personne peut s'exprimer, on doit pouvoir l'écouter, analyser et tenir compte de ça pour trancher au moment venu. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Si le peuple est autant souverain, comme on le dit, par rapport au gouvernant, j'allais dire, puisque c'est l'AES qui a vent en poupe par rapport au gouvernant au sein de l'AES, il faudrait qu'on estime que d'autres acteurs puissent parler, puissent s'exprimer. On va analyser cela. Et quand bien même les réseaux sociaux sont là où, comme Alexis l'a dit, les gens se cachent effectivement pour se prononcer, qu'on accepte qu'il y ait des différences de point de vue et des gens, surtout pour Mara, pour terminer, il fait souvent des critiques, mais moi je reconnais qu'il fait souvent des propositions aussi. Et ce n'est pas quelqu'un qui est dans la critique politicienne, mais souvent il fait des propositions. Il donne même des exemples. Donc, il faut condamner ces comportements d'injure derrière les réseaux sociaux, de diabolisation systématique. Il faut les condamner, quoi. Que faire pour que les gens puissent comprendre que avoir des avis discordants ou bien dissidents permet aussi de bâtir une nation? Ça, c'est le pouvoir, c'est une culture que le pouvoir doit mettre en place et être le premier à accepter. Si vous voyez 91, les mêmes comportements ont failli venir, mais ATT a été déterminant. Il avait même un slogan, c'est normal, il faut le dire. Donc, il a laissé les gens s'exprimer librement. Donc, c'est vraiment ceux qui sont au pouvoir qui doivent donner l'exemple, accepter qu'on puisse donner d'autres opinions, accepter d'autres opinions. C'est la critique qui est le moteur du développement. Donc la contradiction est le moteur du développement. S'ils parviennent à montrer qu'eux sont capables d'accepter des voix discordantes, accepter des choses qui ne vont pas dans le sens qu'ils souhaitent, ça les aide à tirer, disons, le meilleur de ce qu'ils entendent. Donc oui, eux, ils sont déterminants dedans. Ils sont déterminants, nous poussons la réflexion et que les gens comprennent que
La pluralité des opinions permet aussi de bâtir un socle puissant pour une nation. Nous allons aborder le thème 2 de notre débat. Nous allons directement sur nos voisins, le Sénégal. Au Sénégal, la campagne pour les prochaines législatives a été donnée depuis le dimanche dernier et là, des élections cruciales pour le pays avec comme enjeu principal détenir une majorité à l'Assemblée nationale. Bruno Sebedi, alors, le PASTEF, parti au pouvoir, le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko, dissout l'Assemblée parce qu'il veut faire passer des réformes, donc l'hostilité de l'ancien Parlement. On va aux élections anticipées. Alors, que doit faire le PASTEF? Parce que là, c'est un combat des gladiateurs, surtout avec les différentes coalitions, avec Macky Sall qui s'est allié avec Wade, Amadou Ba qui a créé aussi sa coalition, le candidat malheureux avec Sonko, et le PASTEF qui va seul avec sa liste. Ça, c'est un combat de gladiateurs. Un combat de gladiateurs, mais en introduction, j'aimerais mettre l'accent sur les élections, parce que c'est une opportunité. Je l'avais dit tantôt, les élections, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'autre mode pour tester les légitimités, parce que aujourd'hui, le terme est tellement en vogue, la légitimité. Ils jouissent d'une telle ou telle personne jouit d'une certaine légitimité. L'élément, le baromètre pour jauger cela concrètement, c'est les élections. Les élections maintenant, on peut dire elles ne sont pas souvent bonnes, elles sont frauduleuses, etc. Mais au moins, mettons en place des systèmes pour les améliorer. Maintenant, quand on vient au Sénégal, le duo, le parti, le PASTEF, depuis un moment, depuis la fin, bien les dernières années du régime Macky Sall, a démontré toute son émergence, sa force de frappe. Et donc, se faisant élire dans les conditions que nous savons, avec Ousmane Sonko, avec ses déboires judiciaires, le PASTEF a tenu maintenant à montrer à l'opinion nationale et internationale que eh bien, c'est nous qui maîtrisons le pays en termes de légitimité, en termes de popularité. C'est pourquoi ce duo a fini par dissoudre l'élection parce que les réformes ne passaient pas. Donc l'enjeu véritable, moi je ne crois pas que le PASTEF aura des difficultés si tant est que les élections ayant conduit Diomaye Faye à la présidence ont été crédibles, en tout cas reconnues comme telles. Ce parti a seulement à mieux mener sa campagne, à mieux convaincre sur les réformes qu'elle envisage, qu'elle a déjà entreprises pour pouvoir damer le pion au pouvoir sortant qui, depuis un moment quand même, a commencé par perdre la face avec une forme de réticence par rapport à la fin du mandat de Macky Sall et tout ce qui a été orchestré comme manœuvre, répression, etc. Je crois que le PASTEF a le vent en poupe. Il suffit de bien mener sa campagne pour pouvoir tirer ses épingles du jeu, son épingle du jeu. Les législatives au Sénégal, qu'est-ce que cela vous inspire, M. Kalamé? Alors, deux choses d'abord. Il y a quelque chose que j'ai apprécié, c'est le fait que les députés de la législature sortante sont restés droits dans leurs bottes. Sous d'autres cieux, on ne serait même pas allé aux élections parce que tout le monde aurait démissionné pour rejoindre la nouvelle coalition ou la nouvelle coalition aurait obtenu une majorité sans trop suer. Alors, oui, le PASTEF a le vent en poupe parce qu'ils n'ont pas épuisé leur période d'état de grâce, mais ça peut être, disons, oui, leur succès, victoire ou tout ce qu'on peut dire peut être nuancé ou balancé par deux faits. C'est vrai qu'il y a une prime au président nouvellement élu, toujours en état de grâce, mais si vous voyez déjà la faiblesse des coalitions, c'est que la lutte unie, le pouvoir divise. Il y a une coalition assez hétéroclite autour de PASTEF qui fait que déjà on se bat pour un positionnement. Si vous voyez sur le terrain, il y a une virulence dans la campagne parce que chacun cherche
se positionner. Donc finalement, ça peut affaiblir la majorité et servir la cause de l'opposition, la nouvelle opposition. Donc le danger qui guette la majorité de Diomaye Faye, c'est que oui, il y a tellement de mouvements hétéroclites qui se battent déjà pour un positionnement au sein de l'Alliance que finalement ça peut être, disons, contre elle-même. Ce que je voudrais ajouter à ce point, pas pour contredire le grand frère, mais c'est les coalitions hétéroclites qui s'imposent souvent quand un parti vient au pouvoir. Et c'est parce que c'est le parti qui vient d'émerger. Mais ce que je crois qui pourrait jouer en faveur de cette coalition, malgré l'hétérogénéité de rassemblement des formations politiques, c'est que le PASTEF et ses alliés s'inscrivent dans la dynamique panafricaniste, dans la dynamique, parce qu'on sent leur prise de position proche même de l'AES, comme je le disais. Donc, s'approprier des ressources, nous qui devons gérer nos ressources, renationaliser les mines, etc. Ces points-là, la filière poisson, c'est le pays, toute la souveraineté, ces éléments-là sont tellement porteurs, ont tellement d'écho dans l'opinion aujourd'hui, où la jeunesse ne vit que pour ça. Il faut que l'Afrique gère. Donc ces éléments-là, dans les coins et recoins du Sénégal, je crois que ça portera, ça aura l'écho favorable. Et moi, en tout cas, je suis fortement optimiste que malgré les discussions intestines, les querelles intestines pour se positionner, le discours global de la coalition autour de PASTEF pourra porter, et je crois qu'ils pourront l'emporter. Alors, au sorti de cette élection, si on regarde bien, est-ce a dit que Sonko est en train de se diriger vers le pêcheur de l'Assemblée? Il est évident qu'il est intéressé. En tout cas, il est dans une position, c'est lui le faiseur de roi, où à la limite, c'est un président bis. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qu'on peut garder sous le boisseau. Donc, si, quelle que soit la situation, si ça l'intéresse parce qu'il est sur les listes, il est évident qu'il va choisir le perchoir. Pour ça, il a un boulevard devant lui. Mais oui, c'est vrai que, disons, c'est facile, en fait. PASTEF a un discours porteur, mais également même une attitude nouvelle. Vous voyez, le parti a fait des levées de fonds au niveau des populations, fait payer les gens qui participent aux meetings et ils acceptent de payer. Alors que chez nous, il faut payer les gens pour qu'ils aillent au meeting. Donc c'est une nouvelle mentalité qui est naissante. J'avais vu ça au Togo, je pense que c'est... Mais c'est une nouvelle mentalité qui est naissante, qui permet, disons, celui qui a payé pour aller à un meeting, celui qui a payé pour la campagne de son candidat, sera plus regardant sur son attitude plus tard. Donc, c'est ce contrôle citoyen sur les élus qui manque et qui nous a amené très souvent dans les dérives qu'on constate. Nous, on vote et puis on attend la fin des dégâts pour constater. Sonko pêchera pour l'Assemblée, est-ce que cela va permettre de conforter leur pouvoir pour les 5 ans à venir? Oui, c'est une hypothèse assez crédible parce que, comme Alexis l'a dit, au fait, Sonko apparaît comme le président. Le président, en tout cas, il a une plus grande personnalité. Et depuis, donc, c'est les déboires judiciaires là, qui ont fait que, c'est vrai qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas de hasard, mais qui ont fait que Diomaye a été élu, investi et puis élu. Mais Sonko, dans la posture de Premier ministre, même si le PASTEF remportait, le Premier ministre va l'affaiblir un peu plus parce qu'il pourrait y avoir de petites dissensions entre lui et le chef de l'État et le président de la République, parce que l'exécutif... Donc, dans le schéma de président de l'Assemblée nationale, il aura plus d'aura, il aura plus de marge de manœuvre et de pouvoir succéder éventuellement en cas d'intérim, en cas de circonstances exceptionnelles au président de la République pour faire l'intérim. Je crois qu'il voudrait ça, il convoite le poste, donc il n'y a que l'équation remporter les législatives. Et si
le PASTEF et ses alliés remportent les législatives, je crois que Diomaye Faye ne s'opposerait pas à ce que toute la législature, tous les députés majoritaires donc puissent porter son coup au perchoir. Justement, puisque c'est lui-même qui est le tête de liste du PASTEF. Alors, si on prend un des caps, depuis les déboires judiciaires, Sonko, Diomaye, liberté, élection, élu président de la République, réforme, dissolution de l'Assemblée, qu'est-ce que l'on peut retenir concrètement de la démocratie sénégalaise? Elle est vigoureuse, elle est dynamique et surtout ce qu'il faut retenir, c'est vrai, elle est dynamique, elle est vigoureuse, elle est violente si vous voulez, mais chacun a gardé qu'il faut rester dans son couloir. Les partis politiques sont dans leur couloir, les autres corps constitués de la société sont dans leur couloir et jouent leur rôle et tout leur rôle. Donc je pense que c'est souvent ce qui manque chez nous, avec des excuses. On est venu pour, alors que on peut faire sans venir parce que à chacun son rôle. Le politique appartient aux politiques et d'autres doivent jouer d'autres rôles. Bruno, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas comment, peut-être dans l'histoire, la notion de république, j'ai l'impression, la notion de république est très très ancrée chez les Sénégalais. Je ne sais pas. Donc la république, ne pas perturber le jeu institutionnel, ne pas mettre un à-coup, une cassure, une rupture. J'ai comme l'impression que c'est très ancré chez les Sénégalais. Et en particulier, l'armée sénégalaise, on ne l'a quasiment jamais vue apparaître sur la scène politique. C'est ça c'est véritablement pour moi l'élément qui a véritablement ancré la démocratie sénégalaise dans un roc. Il y a eu des crises où il y a eu des émeutes à Dakar avec les étudiants à la phase de Ousmane Sonko emprisonné. Mais tout le monde, en tout cas l'opinion au niveau de la sous-région, on était prêt à suivre que bientôt il va y avoir un coup d'État. Bientôt les militaires vont prendre leurs responsabilités, comme ça se dit ailleurs. Mais tout le monde est resté maîtrisé. Je salue cette analyse de grand frère. Chacun joue son rôle dans une nation. Si chacun joue son rôle pour dire ça c'est ma limite, je ne peux pas déborder, eh ben, la chose va se faire, le civisme va se développer naturellement et les choses vont s'enraciner, la démocratie va grandir. Cas d'école, le Sénégal reste donc cas d'école pour la démocratie sur le continent, surtout pour les pays francophones. Ici se referme notre débat. Nos invités étaient Alessi Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, et Bruno Dito Segbedi, également journaliste, directeur de publication du journal Mali Horizon. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos compagnies. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.